plateau du Monde en face, comme chaque mardi, deux documentaires. Dans une heure, nous irons dans un lieu qui est un bon baromètre de la crise sociale et économique. C'est le Mont-de-Piété à Paris. De plus en plus de Français, vous allez le voir, viennent y déposer leurs objets de valeur pour boucler les fins de mois. Mais tout de suite, je vous propose de nous replonger dans le dossier Florence Cassé. Le sort de cette Française est désormais suspendu à la décision de la Cour suprême du Mexique. C'est son ultime espoir de retrouver la liberté, elle qui a été condamnée à 60 ans de prison pour kidnapping. Depuis son arrestation en 2005, la Française ne cesse de clamer son innocence. Alors, était-elle au mauvais endroit, au mauvais moment? A-t-elle été victime d'un complot? C'est une enquête signée Patrice Dutertre et Othello Kahn. Florence Cassé, l'ultime recours. On se retrouve juste après. J'en ai trop rêvé, j'en ai trop pleuré, je l'ai trop vécu. J'ai plus envie, je refuse de rêver à une sortie, de penser, d'imaginer comment ça va être. Je peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Je veux plus penser à ça. Je refuse de me faire plus de mal que celui que je suis en train de vivre au jour le jour. Depuis 6 ans, Florence Cassé purge sa peine dans une prison de Mexico. 60 ans incompressibles pour bande organisée, séquestration et port d'armes. Son dernier recours, la Cour suprême mexicaine qui pourrait la libérer, réviser son jugement ou confirmer définitivement sa condamnation. Le 9 décembre 2005, à 7 h du matin, des dizaines de millions de téléspectateurs mexicains assistent en direct à l'arrestation de 2 kidnappeurs, un homme et une femme, et à la libération de 3 otages. Cette opération est menée par les forces spéciales de la police fédérale. Israel Vallarta, le premier, est neutralisé, menotté et traîné brutalement devant les caméras. L'homme se défend d'être un kidnappeur. Il dit être simplement le loueur des lieux où étaient séquestrés les 3 otages. La jeune femme arrêtée est française. Elle s'appelle Florence Cassé. Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? Están No lo sabía. al lado de usted. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. 3 otages sont libérés. Cristina Rios et son fils Christian, âgé de 10 ans. Mère et fils déclarent le visage flouté, ne pas pouvoir identifier Florence Cassé. Le 3e otage, Ezequiel Flores, accuse formellement la jeune Française de l'avoir frappée, torturée, humiliée. Et il remercie la police fédérale d'avoir mis fin à son calvaire. Florence Cassé et Israel Vallarta tombent sous les chefs d'inculpation, de délinquance organisée, de séquestration et de port d'armes. À l'époque des faits, le 9 décembre 2005, le frère de la jeune femme, Sébastien Cassé, assiste lui aussi en direct à l'arrestation de sa sœur. Il est installé depuis une dizaine d'années comme entrepreneur au Mexique. En 2007, il a décidé de revenir en France. Il accepte aujourd'hui de témoigner à condition que son lieu de résidence ne soit pas identifié. Un matin, à environ 6 h du matin, je reçois un appel d'un de mes employés. Et il me dit, Sébastien, allume la télévision, il se passe quelque chose d'important. Donc j'allume tout de suite la télévision, je regarde et aux infos, je découvre l'arrestation en direct donc, de Florence. Donc pour moi, c'était quelque chose d'impensable. De l'autre côté de l'Atlantique, à des milliers de kilomètres, les parents de Florence
Charlotte et Bernard Casset vivent à Dunkerque. Ils sont informés par leur fils Sébastien de l'arrestation de leur fille. C'était en fait une page de journal, de journal papier, où était décrite l'arrestation et les faits qui s'étaient produits. Et moi, je me souviens surtout des deux photos. Il y avait une photo d'Israël et une photo de Florence, donc deux photos séparées. Et on voyait qu'Israël avait été frappé, il était boursouflé. Florence était complètement échevelée et on voyait qu'elle avait l'air paniqué. Et sur cette photo, sur ce texte, était écrit « Si vous les connaissez, dénoncez-les ». Donc on s'est dit, au premier moment, on a eu l'impression qu'ils étaient morts, qu'il s'était passé quelque chose. Et en fait, on s'est dit non, mais ça doit être très très grave. On n'a jamais cru, à aucun moment, qu'elle puisse faire quelque chose. J'ai même, si pas le jour même où Florence s'est fait arrêter, le lendemain, je sais que je l'ai fait très très rapidement, j'ai écrit un très long mail à l'ambassade de France, au consul. J'ai écrit un très long mail en expliquant la situation parce que je voulais qu'ils sachent tout de suite, parce qu'ils allaient être, je pense qu'ils devaient être avertis très très rapidement aussi, et je voulais qu'ils sachent que derrière il y avait une magouille, il y avait un montage, il y avait quelque chose qui n'était pas vrai du tout. Depuis plusieurs années, tous les jours, Charlotte et Bernard Casset reçoivent des centaines de lettres de soutien. Ils ne cessent de revivre l'histoire de leur fille. Florence était dans un lycée secondaire jusqu'à la fin de la classe de première et là, à ce moment-là, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait pas continuer ses études, mais qu'elle voulait travailler. Donc, elle s'est orientée vers une carrière commerciale. C'est quelqu'un qui a toujours voulu travailler, qui est très actif, qui est très ouvert, qui a besoin de contact, qui a besoin de voir beaucoup de monde. C'est une battante, elle a toujours voulu, dans son travail, elle est perfectionniste, elle veut toujours faire mieux, elle veut se battre, elle veut gagner, et c'est ce qui, je pense, lui a permis de tenir. Florence est une femme téméraire. En mars 2003, à l'âge de 28 ans, elle décide de rejoindre son frère à Mexico. Les affaires de Sébastien sont prospères. Il l'engage dans son entreprise. En octobre 2004, elle rencontre Israël Vallarta. Israël fait la connaissance de Florence et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il l'a connue, j'ai senti aussi qu'il y avait eu quelque chose qui avait été déclenché. Et tous les jours, Israël se présentait au bureau. À partir du moment où il l'avait rencontré, il y avait toujours un prétexte pour venir au bureau et voir Florence. À cette époque, Florence loue un appartement à Mexico en colocation avec une amie, Guadalupe. En 2005, les relations de Florence et d'Israël se détériorent. Elle rompt définitivement avec lui. Le 22 juillet, Florence rentre en France et cherche un travail pendant 2 mois sans succès. Début septembre, elle reçoit un mail d'Israël Vallarta. Il lui propose de l'héberger en toute amitié, le temps de retrouver un travail. Le 9 septembre, elle quitte la France et le rejoint dans son ranch situé à 25 km de Mexico. Elle ne sait pas qu'Israël Vallarta est surveillé par la police. Peut-être elle a péché de naïveté, elle n'a pas cherché à savoir parce que peut-être ça l'intéressait pas, peut-être qu'elle donnait pas d'importance à cette relation non plus. Donc de toute façon la relation n'a pas duré très très longtemps, elle s'est terminée. Peut-être que ça lui a convenu à un moment d'avoir cette relation et puis de ne pas savoir et puis en se disant je passerai à autre chose plus tard. 2 mois plus tard, le 6 novembre 2005, elle est engagée comme hôtesse d'accueil dans un grand hôtel international.
Très appréciée dans son nouveau travail, elle monte en grade et s'occupe des clients importants. Le 1er décembre, elle trouve un appartement proche du lieu de son travail et signe un bail. Elle reprend ses meubles laissés chez Israël Vallarta. C'est lors de ce déménagement qu'ils sont arrêtés. En décembre 2006, un an après l'arrestation de Florence Cassé, le nouveau président Felipe Calderón déclare la guerre au cartel de la drogue. Le nombre de morts de cette guerre, qui n'a pas de nom, dépasse largement celui de l'Irak et de l'Afghanistan. 50 000 morts en 5 ans. L'autre fléau du pays, ce sont les enlèvements. 70% de la population craint d'en être victime. Pour répondre à l'inquiétude générale, l'État inonde la seule grande chaîne de télévision avec des images de la guerre contre les cartels de la drogue et de la répression contre les pires ennemis de la population, les ravisseurs d'otages. Barricadée dans sa maison, menacée de mort, Annabelle Hernandez est journaliste. Son père a été enlevé, torturé et assassiné. Elle est l'une des rares journalistes qui osent s'opposer frontalement au gouvernement. Elle accuse dans l'un de ses livres le président mexicain Felipe Calderón et son ministre de la Sécurité, Genaro García Luna, d'entretenir des liens avec le plus grand cartel de la drogue du pays. Avec l'assassinat de mon père, j'ai pris conscience, en tant que citoyenne, en tant que mère et en tant que journaliste, du fait que l'impunité et la corruption qui règnent au Mexique sont en train de nous détruire. La situation empire de jour en jour. Il y a de plus en plus d'enlèvements et d'assassinats, de plus en plus d'exécutions liées à la guerre entre narcotrafiquants. Face à une telle situation, on ne peut pas rester les bras croisés. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour que l'opinion publique sache la vérité. On ne peut pas tolérer qu'il existe au Mexique des policiers au-dessus des lois, des policiers corrompus, qui ne font pas partie de la solution, mais plutôt du problème. Dans ces conditions, la situation ne peut que s'aggraver. Dans ce contexte de violence et de peur des enlèvements, l'arrestation de la Française passionne l'opinion publique. 2 mois après son arrestation, l'émission phare de grand reportage, Punto de Partida, décide de faire un portrait de Florence Cassé. Pour préparer l'émission, la journaliste Yuli Garcia réussit à obtenir, avec beaucoup de difficultés, les images de l'arrestation. Cette arrestation a été organisée par Genaro García Luna, le patron de la police fédérale. Dans les images, on voit les policiers en file indienne, prêts à l'assaut. Une dizaine de policiers qui attendent qu'on leur donne l'ordre d'y aller, d'entrer dans la maison où sont séquestrés les otages. Là où c'est drôle, c'est qu'ils se trompent. Ils commencent à avancer et quelqu'un leur dit « Non, non, reculez, ce n'est pas le moment ». Il y a aussi des conversations entre le reporter sur place et le responsable du journal télévisé. Quand j'ai vu Genaro García Luna pour préparer l'émission, il a été très sec avec moi et surtout bien déterminé à me faire comprendre que ce que je voulais rendre public ne lui paraissait pas opportun. Puis il est sorti de la pièce et m'a laissé avec 2 ou 3 membres de son équipe. Et là, ils m'ont dit, ils ont commencé à devenir assez agressifs. Je tiens à dire qu'ils ne m'ont jamais menacé, mais ils ont essayé de m'intimider. Et ils m'ont dit, ce n'est pas bon, ni pour toi, ni pour le Mexique, que tu racontes cette histoire. Ça ne rapportera rien à personne. Tu feras mieux de réfléchir à ce que tu vas faire, parce que ça risque de causer plus de mal que de bien. L'émission de Denise Marker a lieu le 5 février 2006. L'invité principal est Genaro García Luna. Denise Marker met en cause, document à l'appui, la date de l'arrestation de Florence Cassé et d'Israël Vallarta.
La journaliste détient le procès-verbal rédigé par les policiers qui ont arrêté Florence Cassé et Israël Vallarta. Il est daté du 8 décembre 2005 à 10h30 du matin, ce qui prouve que les images tournées le 9 décembre à 7h du matin sont une reconstitution pour la télévision. Le chef de la police est obligé de le reconnaître. Il se défausse sur les médias et les accuse d'être responsables de ce montage. La reconnaissance de ce simulacre d'arrestation est essentielle pour la défense de Florence Cassé. Une autre mauvaise surprise attend Genaro Garcia Luna. L'appel en direct de Florence Cassé depuis sa prison. Dígame adelante, Florence. Adelante. Dígame. Bueno. Sí, ¿tiene algo que decir? Sí. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, el 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabañita dentro del rancho. Florence Cassé va payer très cher ce coup de téléphone. Devant des millions de téléspectateurs, elle a humilié le chef de la police fédérale, l'homme tout-puissant du pays. Un mois après, en mars 2006, elle est transférée dans l'une des prisons les plus dures du Mexique, Santa Marta. Vous êtes enfermés 24 heures sur 24, pas de vue sur l'extérieur puisque les fenêtres sont fermées et sont couvertes d'une pellicule noire. Et pendant 3 mois, aucun contact avec l'extérieur, c'est terrible. Nous avons rencontré 3 témoins essentiels. Ils accréditent la déclaration d'innocence de Florence Cassé. Ces témoignages n'ont jamais été retenus par le juge en charge du dossier. Comme ce couple de restaurateurs établi non loin du ranch, Alma et Angel, qui recevaient quotidiennement Florence Cassé et Israël Vallarta. Alors, ça s'est passé le 8 décembre. C'était un jeudi, parce que le jeudi, je vais à la centrale d'achat. Et ce jour-là, un chauffeur de taxi me rendait le service de m'y emmener. Bref, quand on est revenu, j'ai proposé un café au chauffeur du taxi. Je lui ai dit, vous voulez un petit café? Il me répond d'accord. Et c'est là que Florence est arrivée. Elle me disait toujours bonjour. Alors elle vient me voir, elle me fait la bise, elle monte les marches, là. Et elle va s'asseoir. Au bout d'un moment, Israël passe dans une camionnette blanche. Florence monte avec lui, ils s'en vont. Comme je venais de payer le chauffeur de taxi, il est parti presque en même temps, juste derrière eux. Plus tard, ce soir-là, quand il est rentré chez lui, après sa journée de travail, le chauffeur de taxi me téléphone et me dit « Votre amie, la jolie fille », puisqu'il la trouvait très jolie. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ce matin, dans le virage, en bas, elle s'est fait arrêter par des hommes en voiture particulière. Ils l'ont fait monter dans une voiture. Et l'homme avec qui elle était, ils l'ont fait monter dans une autre voiture. Il m'a demandé, peut-être qu'ils ont été enlevés? Je lui ai répondu, je ne crois pas, sinon je serais au courant. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Angel était depuis plusieurs années l'homme à tout faire d'Israël Vallarta. Il possède encore une clé du ranch. Moi, ils ont gagné ma confiance. Et comment dire, ils m'ont donné cette clé, vous voyez? C'est la clé du ranch. J'y suis toujours allé à n'importe quelle heure, quand ça me chantait. J'y allais quand je voulais. Oh, il n'y avait rien de particulier. Dans un village situé sur une colline en face du restaurant, nous rencontrons Monica. Elle parle pour la première fois à des journalistes. À l'époque, sa maison était mitoyenne avec le ranch. Le ranch est de ce côté, là-bas. Vous voyez où il y a tous les arbres? Là où il y a la maison jaune? Le ranch est derrière. Et moi j'habitais à 100 mètres de ce côté-là. J'habitais juste à côté du ranch et je passais tous les jours devant.
La veille du jour où Florence et Israël ont été arrêtés, je suis passée devant justement pour aller faire des courses. Et j'ai vu qu'il y avait du mouvement. Des gens qui sortaient des choses, les mettaient dans des camionnettes. Ils étaient nombreux, mais je n'ai pas vu si c'était des hommes ou des femmes. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient un logo comme ceux des agents spéciaux de la police fédérale, AFI. Comme je vous dis, ça a attiré mon attention, mais je ne me suis pas arrêtée pour regarder. Ils portaient des vêtements sombres, comme ceux de la police. Des fois c'est noir, des fois c'est bleu marine. Mais comme il faisait nuit, on voyait juste qu'ils avaient des vêtements foncés et aussi le logo AFI. Il y en avait qui portaient une cagoule ou une casquette. Alors c'est très difficile de voir qui c'était. Ces témoignages posent plusieurs questions. Qui aurait gardé les 3 otages entre le 8 décembre à 10h30 du matin et le 9 décembre à 7h du matin? 20 heures pendant lesquelles Florence Cassé et Israël Vallarta étaient entre les mains de la police. Et pourquoi des agents de la police fédérale réaménageaient-ils le ranch à la tombée de la nuit? Auraient-ils fabriqué les décors pour le tournage de l'arrestation du lendemain? Les déclarations des victimes posent aussi question. Ézéchiel Forès reconnaît la voix d'une femme cagoulée au fort accent français. Il l'accuse de lui avoir fait une piqûre anesthésiante afin de lui amputer le doigt et obtenir une rançon. Les expertises médicales certifient pourtant que cette trace est une tache de naissance. Quant aux 2 autres victimes, Christina et son fils, âgés de 10 ans, ils déclarent face caméra ne pas reconnaître la voix de Florence Cassé et ils ajoutent qu'ils étaient détenus dans un autre lieu. Le 8 février 2006, Christina est emmenée par des agents du ministère public dans une maison située dans un quartier périphérique de Mexico, à des dizaines de kilomètres du ranch. C'est l'habitation de la sœur d'Israël Vallarta, Lupita. Lors de cette visite, Christina reconnaît les canapés du salon, les toilettes et la chambre aménagée où elle était retenue avec son fils pendant plusieurs jours. La police découvre aussi des papiers d'identité appartenant à Ézéchiel Flores. Tous ces éléments tendent à prouver que les otages n'étaient pas détenus dans le ranch. 2 jours après cette perquisition, les 3 victimes sont expatriées par le gouvernement vers les États-Unis. C'est de San Diego, en Californie, que la mère et le fils se rétractent et accusent Florence Cassé. Fait étrange, Lupita, la sœur d'Israël Vallarta, n'a jamais été ni interrogée ni inquiétée par la police. L'instruction du procès de Florence va durer 2 ans et demi. S'appuyant sur les multiples infractions juridiques et les témoignages en faveur de Florence, son avocat de l'époque est sûr de gagner. Il demande à la jeune femme de ne plus parler aux médias. J'ai pas pensé une seconde qu'en fait ça allait être terrible et que j'allais tomber dans une dépression terrible, que le fait de me taire c'était me demander de mourir à petit feu. J'ai passé 2 ans et demi en attente de ce jugement, en croyant que j'allais sortir libre, en croyant qu'au bout de ces 2 ans et demi de silence allait être une libération et qu'après j'allais pouvoir crier mon innocence et l'injustice qu'on m'avait fait subir pendant 2 ans et demi. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. On croit et on est persuadé qu'elle va sortir. Et tout son entourage, que ce soit dans le milieu carcéral, que ce soit au niveau du consulat, même la juge qu'on rencontre quelque temps avant le jugement ne nous dit pas que tout va bien se passer, mais on était confiants. On était confiants et on pensait qu'elle sortait. On nous laissait même entendre qu'il fallait lui prendre son billet d'avion pour rentrer. Parce qu'il n'y avait rien il n'y avait rien contre elle.
Le 25 avril 2008, Florence Cassé est condamnée à 96 ans de prison pour les chefs d'accusation suivants: délinquance organisée, séquestration, port et possession d'armes. Israel Vallarta, quant à lui, a disparu dans une prison de haute sécurité. Il n'est toujours pas jugé. Là, j'ai eu un choc émotionnel, un coup de colère, et comme aussi un réveil, un dur et douloureux réveil. Mais là, j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de ne surtout plus me taire. Quand on a appris qu'elle avait pris 96 ans, à ce moment-là, on a demandé au président de la République de nous aider officiellement, et on a été reçus quelques jours après. Et c'est à ce moment-là que Franck Berton est intervenu. Condamnés à 96 ans, les parents, vous imaginez la détresse de cet homme et de cette femme qui arrivent voir un avocat français qu'ils n'avaient jamais rencontré, puisqu'il n'y avait pas d'avocat français préalablement à mon intervention, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que la France peut aider notre fille là-bas. Donc il nous a accompagnés à l'Élysée quelques jours après, quand on a obtenu ce rendez-vous. Et c'est à partir de là que l'affaire, oui, est devenue certainement politique. Moi, je me souviens d'une conversation avec Florence tout de suite dans la foulée, où elle me dit « j'ai besoin de vous ». On a eu un échange téléphonique, et c'est les premiers échanges que j'ai avec Florence à l'autre bout du monde. Je ne l'avais jamais vue, même pas de photos, parce que, encore une fois, les médias avaient été assez timorés sur l'histoire Cassé. Et elle a crié au secours en disant donnez-moi un coup de main là-bas en France, parce que personne ne connaît mon histoire, personne ne sait ce qui s'est passé, personne ne sait de quoi je suis accusé, venez au secours. Franck Berton prend immédiatement l'avion et va voir Florence en prison. Sur place, il contacte un avocat mexicain francophone, Agustín Acosta. Les deux avocats n'ont que 15 jours pour déposer un recours en appel et étudier les 14 tomes du dossier rédigé en espagnol. Comme tous les Mexicains, j'ai allumé mon appareil de télévision le 9 décembre 2005 et comme tout le monde, j'ai vu les images à la télé. Ce sont des images d'une grande puissance, puisque ce qu'on voyait, c'était la police qui faisait un raid sur une maison où il y avait des personnes séquestrées. Ça donnait une image d'une efficacité du travail de la police. Et en plus, quand j'ai vu ces images, étant avocat, je me suis dit, ces personnes n'auront plus une défense possible, puisqu'ils ont été pris in flagrantia. Quelques mois plus tard, j'ai su que ces images étaient un faux. Cela est gravissime parce que ça veut dire que la police et le parquet ont commencé ce dossier par la construction d'un mensonge. Il n'y a pas d'audience en appel. Il n'y a pas de débat contradictoire. Florence ne va jamais voir son juge d'appel. Les avocats ne plaident pas. Nous ne pouvons pas interroger des témoins ou de prétendues victimes. Nous avions des tas de questions avec Agustín à poser, par exemple à Christina, à son fils, à Ézéchiel. Tout ça n'a pas été possible. Le juge d'appel est seul dans son bureau. Il est accompagné tout simplement de son dossier, des écritures déposées par la défense, des écritures déposées par l'accusation, et il réfléchit et prend sa décision. Il va en effet prendre sa décision plusieurs mois après que je l'ai rencontré avec Agustín Acosta, et il va condamner Florence à 60 ans de prison. Et là, autant vous dire que c'est un séisme. À ce moment-là, quand Florence est condamnée à 60 ans d'emprisonnement, 2 ou 3 jours avant l'arrivée du président Sarkozy au Mexique en visite officielle, il est évident que la défense, que Florence, que ses parents considèrent qu'il s'agit d'une provocation de la justice, mais aussi des politiques mexicains à l'égard de Florence Cassé, mais surtout de l'État français. Et cette provocation peut peut-être même considérée comme une humiliation à l'égard du président français. Le président français avait obtenu l'assurance de Felipe Calderón
qu'aucune décision judiciaire concernant Florence Cassay ne serait prise avant son voyage officiel. Il avait reçu une lettre du président mexicain dans laquelle il est écrit « Dans l'hypothèse où Florence Cassay serait condamnée, je ne serais pas opposé à envisager l'application de la Convention de Strasbourg. Cette convention stipule que les ressortissants des pays signataires peuvent purger leur peine dans leur pays d'origine. » Dès leur premier tête-à-tête, le président Calderón fait part à Nicolas Sarkozy que le Mexique n'appliquera pas les accords de Strasbourg. Mis au pied du mur, le président français, dans un discours au Sénat mexicain, déclare Et il ajoute que le procès de Florence Cassay n'a pas été équitable et qu'il y a eu des violations régulières des droits de l'homme à son encontre. Ce discours est très mal perçu par tout le pays. Officiellement, 3 mois après, le gouvernement mexicain impose à Florence Cassay de purger sa peine au Mexique. En juin de 2010, nous décidons que la meilleure option pour Florence Cassay est de saisir la justice mexicaine et de faire valoir sa dernière carte devant la justice, les tribunaux fédéraux mexicains dans un recours de cassation. Je voulais pas me reprendre une claque, donc je me préparais psychologiquement à une confirmation des 60 ans parce que j'avais trop peur que ça arrive. Le 8 février 2011, la demande de Florence Cassay et de ses 2 avocats est rejetée. Les 60 ans de prison sont confirmés. La seule défense que j'ai trouvée, parce que je m'affaiblis avec les années, parce que ça faisait déjà 5 ans, parce que voilà, on me l'avait déjà trop faite, donc j'avais besoin de me préparer et il fallait surtout moi que je me protège. C'était moi la seule qui pouvait le faire. Mais c'est pas vrai, j'étais une morte vivante moi. On s'était demandé si elle allait résister, si elle n'allait pas faire une bêtise. Ensuite, un petit peu plus tard, on s'est demandé si elle ne pouvait pas tomber sur une détenue qui cherche à lui faire du mal. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu plusieurs fois des petits soucis par rapport à ça. On est forcément toujours inquiet, c'est inévitable. Cette nouvelle condamnation amplifie la crise diplomatique entre les 2 pays. Nicolas Sarkozy décide de dédier l'année du Mexique, prévue de longue date, à Florence Cassay. Piqué au vif, Felipe Calderón annule cet événement. Après cette décision, le cas de Florence Cassay devient un débat national. Une petite partie de la société mexicaine prend fait et cause pour Florence. Cet homme, déguisé en Super Mexico, est convaincu de l'innocence de la jeune femme. Chaque dimanche, il déambule dans les rues du centre-ville et essaie de convaincre les promeneurs de cette injustice. Merci. Vous avez entendu parler de Florence Cassay? Oui? S'il vous plaît, allez sur ce site, cherchez sur Internet. D'après ce que j'ai vu dans les médias, je pensais qu'elle était coupable. C'est vrai que j'ai pas tout suivi non plus. Mais là, en voyant ça, je me pose des questions. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller sur le site Le Mexique pour Florence Cassay. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher sur Internet? Je vous explique, vite fait. Ça, c'est un site sur lequel vous pourrez trouver des informations sur Florence Cassay. C'est une Française qui est victime d'une injustice. Vous avez dû la voir à la télévision. Moi, ce que je vois, c'est que l'injustice au Mexique s'applique aussi aux étrangers. L'injustice est la même pour tous? Non, je veux dire que la même loi s'applique à tout le monde, les Mexicains comme les étrangers. Moi, je me suis dit, c'est scandaleux que des étrangers viennent au Mexique, ils prennent du bon temps et après ils osent nous faire des choses pareilles. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Ils ont réduit sa peine de 90 à 60 ans. Ça, c'est terrible. Moi, je savais qu'elle était en prison. Mais je ne savais pas qu'elle avait pris 60 ans, la pauvre. Eh oui, je vous laisse travailler, merci. À très bientôt. Effectivement, ça fait des mois que je défends la cause de Florence dans la rue.
J'appelle ça familièrement évangéliser les gens, pour qu'ils sachent que tout ce que disent les médias complaisants n'est pas vrai, qu'il faut qu'ils aillent sur Internet, qu'ils ouvrent les yeux et les oreilles, qu'ils s'informent par leurs propres moyens. La réaction des gens est très bizarre. D'après mes propres statistiques, je dirais que 60 à 70% des gens pensent qu'elle est coupable. Simplement parce qu'ils ont vu le reportage à la télévision, diffusé par des médias qui l'avaient déjà condamné. Ces 70% de Mexicains, persuadés de la culpabilité de Florence Cassé, craignent un jour d'être victimes d'enlèvement. Régulièrement, des centaines de milliers de manifestants, révoltés par ces crimes, envahissent les artères de Mexico. Ils sont tous habillés en blanc. José Antonio Ortega est l'un des organisateurs de ces marches blanches.